Lors de l'audience de garde, l'avocat de mon ex a dit « Elle ne peut même pas se permettre de vrais repas, ces enfants innocents vont se coucher affamés à cause de sa négligence. » Le juge avait l'air inquiet. Je ne pouvais pas me défendre. Mais ensuite, ma fille de 9 ans s'est avancée avec une boîte et a dit « Votre honneur, papa m'a dit de cacher ses reçus. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Votre honneur, cette femme n'a même pas les moyens de se payer des repas convenables. Ces enfants innocents vont se coucher le ventre vide à cause de sa négligence. L'avocat de mon ex-mari se tenait là, dans cette salle d'audience, son doigt manucuré pointé sur moi comme si j'étais une criminelle. Chaque mot me frappait de plein fouet. Le juge se pencha en avant, les sourcils froncés avec une réelle préoccupation, et je vis mon monde s'effondrer dans cette simple expression. Les preuves montrent clairement une tendance à l'irresponsabilité financière et à la négligence, poursuivit Maître Thornley en agitant un dossier épais qui contenait, je le savais, des photos retouchées et des relevés bancaires falsifiés. Mon client a documenté des réfrigérateurs vides, des chèques sans provision et des enfants portant des vêtements abîmés pour aller à l'école. Ces enfants méritent mieux qu'une mère qui fait passer ses propres besoins avant les leurs. J'ai essayé de parler. Ma bouche s'est ouverte, mais c'était comme si quelqu'un m'avait rempli la gorge de ciment. Mon avocat commis d'office, Maître Delanne, feuilletait frénétiquement ses papiers, visiblement dépassé. Garrett était assis en face de moi avec ce sourire narquois si familier, celui qu'il arborait quand il savait qu'il avait gagné une dispute en retournant mes mots contre moi. De plus, la voix de Maître Thornley résonna dans la salle d'audience. Nous avons des témoignages de voisins qui ont vu ces enfants chercher des encas dans leur sac à dos parce qu'il n'y avait pas de petit déjeuner à la maison. C'était un mensonge. Une pure invention. Mais comment pouvais-je le prouver ? Comment pouvais-je expliquer que ces voisins étaient les partenaires de golf de Garrett et qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans mon appartement ? Le juge Wendell se tourna vers moi. « Madame Morrison, ce sont des allégations graves. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais au bord de la table. 7 ans de mariage avec Garrett m'avaient appris que me défendre ne faisait qu'empirer les choses. Il avait le don de transformer mes paroles en armes contre moi. Mais il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de Rosalie et de Colton. Votre honneur, je cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de mes enfants. Chaque centime est consacré à leurs soins. Ces allégations sont des excuses, interrompit Garrett, bien que son avocat ait tenté de le faire taire. Elle trouve toujours des excuses. Nos enfants ont besoin de stabilité, pas d'une mère qui n'est jamais à la maison. C'est alors que je l'ai entendu. Une petite voix a percé la tension, comme une lame dans de la soie. Votre honneur, puis-je dire quelque chose ? Tout le monde dans la salle d'audience se retourna. C'était ma fille de 9 ans, Rosalie, debout au 3e rang de la tribune du public. Elle portait la robe violette que je lui avais achetée pour son concert de l'école au printemps dernier. Celle qui, disait-elle, lui donnait du courage. Son petit frère, Colton, était assis à côté d'elle, les mains jointes sur ses genoux, portant sa cravate à dinosaure préférée qui, insistait-il, le faisait ressembler à un avocat de la télévision. « Jeune fille, veuillez vous asseoir. Ceci est une procédure judiciaire, dit l'huissier, bien que sa voix fût douce. » Rosalie ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle brandit une boîte à chaussures, celle qu'elle avait décorée avec des paillettes et des découpes de magazines pour son projet de mémoire en CE2. « Votre honneur, je m'appelle Rosalie Morrison. C'est ma maman là-bas, et j'ai quelque chose de très important que vous devez voir. » Le juge Wendell leva la main pour empêcher l'huissier de s'approcher d'elle. « Qu'y a-t-il dans la boîte, Rosalie ?» Elle prit une profonde inspiration. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était claire et forte. « Des reçus, votre honneur. Ce que papa m'a dit de cacher à l'avocate de maman. Il a dit que si je les gardais secrets et que je disais à tout le monde que maman ne nous nourrissait pas, il m'achèterait un nouvel iPad et nous emmènerait à Disney World. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Le visage de Garrett était passé de l'autosatisfaction à une pâleur cadavérique en quelques secondes. C'est ridicule. Garrett bondit de sa chaise, son costume coûteux ressemblant soudain à une armure incapable de le protéger. Elle invente des histoires. Les enfants ont une imagination débordante. Bethany l'a évidemment coaché pour « Monsieur Morrison ». La voix du juge Wendell était assez tranchante pour couper du verre. Vous resterez silencieux à moins que l'on ne s'adresse directement à vous. Continuez, jeune fille. Rosalie s'avança, chaque pas délibéré et confiant.
C'était ma fille, la petite qui dormait encore avec une veilleuse, qui me demandait de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit, qui se tenait debout dans une salle d'audience remplie d'adultes qui décidaient de son sort sans son avis. Papa est venu chez nous quand maman était au travail, commença-t-elle en ouvrant la boîte. Il a pris de la nourriture dans notre congélateur et notre garde-manger. Il l'a jetée dans la benne à ordures derrière notre immeuble. Je le sais parce que je l'ai suivi et j'ai pris des photos avec le téléphone que grand-mère Vera m'a donné avant de mourir. Elle sortit une petite pile de photos, légèrement floues, mais assez nettes pour montrer Gareth transportant des sacs poubelles de notre immeuble à la benne. Assez nettes pour le montrer en train de jeter des paquets de poulet non ouverts, des légumes, des boîtes de céréales et des litres de lait. « Rosalie, dit le juge Wendell doucement mais fermement, pourquoi n'as-tu parlé de cela à personne avant ?» Le sang-froid de ma fille se fissura légèrement, et je vis des larmes monter à ses yeux. Parce que papa a dit que si je le disais à quelqu'un, le juge serait en colère et nous enverrait, Colton et moi, dans des familles d'accueil différentes. Il a dit qu'on ne reverrait plus jamais maman ni l'un l'autre. Mais hier, ma maîtresse, Madame Brennan, nous a parlé de la vérité et de la justice en instruction civique. Elle a dit, parfois, c'est normal d'avoir peur, mais laisser des mensonges blesser les gens qu'on aime, ce n'est jamais bien. Colton se leva soudainement lui aussi. Sa petite silhouette de 7 ans essayant de paraître grande. J'ai aidé à collecter les reçus. Rosalie a dit, on jouait au détective de la vérité. La salle d'audience entière semblait retenir son souffle alors que Rosalie continuait de sortir des objets de sa boîte à chaussures décorée, chacun étant un clou de plus dans le cercueil des mensonges soigneusement construit de Gareth. Il y a 6 mois, ma vie était complètement différente. J'étais Bethany Morrison, je cumulais les gardes comme infirmière en cardiologie à l'hôpital Mercy Général tout en élevant 2 magnifiques enfants. Chaque matin commençait de la même manière. Rosalie arrivait dans la cuisine les cheveux en bataille, demandant si elle pouvait avoir des pancakes pour le petit déjeuner, même si elle savait que c'était mercredi et que le mercredi, c'était céréales et toast. Colton était déjà à table, arrangeant soigneusement ses figurines de dinosaures dans ce qu'il appelait la formation du petit déjeuner, s'assurant que chacune avait une bonne vue sur son bol de céréales. Notre appartement n'avait pas fière allure de l'extérieur. Au 2e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs, avec des fenêtres qui tremblaient quand le vent se levait et des radiateurs qui cliquetaient comme des tambours fantômes en hiver. Mais entre ces murs, nous avions construit quelque chose de spécial. Les projets de science de Rosalie couvraient chaque surface disponible du salon. Sa dernière création, un volcan en papier mâché fait avec un peu trop d'enthousiasme, trônait fièrement sur la table basse, même s'il était déjà entré en éruption 3 fois et avait laissé des taches de bicarbonate de soude sur le tapis. Les villes en Lego de Colton s'étalaient sur le sol de sa chambre dans des configurations élaborées qu'il avait dessinées sur du papier millimétré, avec des noms de rues et des spécifications de construction. « Maman, savais-tu que le cœur humain bat environ 100 000 fois par jour ?» avait annoncé Rosalie un soir alors que je l'aidais avec ses devoirs. « Ça veut dire que ton cœur au travail est super occupé à aider les autres cœurs à continuer de fonctionner. » C'est assez incroyable, ma puce, avais-je répondu, bien que mon propre cœur ait l'impression de faire des heures supplémentaires juste pour maintenir notre petite famille à flot. Le divorce d'avec Gareth avait été finalisé exactement 3 mois plus tôt. Le 15 mars, une date que j'avais entourée au marqueur noir sur le calendrier, non pas pour célébrer, mais pour me rappeler que j'avais survécu. Il nous avait quittés pour Sienna, sa coach personnelle de 24 ans, qui publiait des citations de motivation sur Instagram sur le fait de vivre sa vérité et de suivre son destin. Apparemment, le destin de Gareth impliquait d'abandonner sa famille pour quelqu'un qui pensait que les Shaq protéinés étaient un groupe alimentaire. « J'ai besoin d'un nouveau départ », avait-il annoncé un soir de janvier, sa valise déjà prête près de la porte. « Ça ne marche plus, bête. Nous le savons toutes les deux. » Ce que je savais, c'était que ça, c'était notre famille, et ça ne marche plus signifiait qu'il avait trouvé quelqu'un de plus jeune qui riait de ses blagues sur les crypto-monnaies et ne lui rappelait pas d'assister aux réunions parents-professeurs. La vérité, c'est que j'ai ressenti un soulagement quand il est parti. Les 2 dernières années de notre mariage avaient été comme marcher sur un champ de mine dans le noir. Chaque mot que je disais pouvait provoquer une explosion. Si le dîner était en retard de 5 minutes, j'étais désorganisé et je donnais un mauvais exemple aux enfants. Si je lui demandais de prendre du lait en rentrant, je le harcelais et j'essayais de le contrôler. Quand je faisais des gardes supplémentaires pour payer le camp de sciences de Rosalie, je choisissais le travail plutôt que la famille. Quand je prenais un jour de congé pour assister à la pièce de théâtre de l'école de Colton, j'étais financièrement irresponsable. Mais 2 mois après la finalisation du divorce,
tout a changé. Les parents de Gareth, Walter et Vera Morrison, sont décédés dans un accident de voiture. Ils revenaient de la célébration de leur 50e anniversaire de mariage dans la région viticole quand un conducteur ivre a franchi la ligne médiane. La tragédie était dévastatrice, mais ce qui a suivi a été pire. Leur testament contenait une clause dont Gareth était apparemment au courant depuis le début. Leur patrimoine considérable, comprenant 3 biens locatifs et un portefeuille d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, ne lui reviendrait que s'il avait la garde principale de ses éventuels petits-enfants. Sans la garde, tout irait à diverses œuvres de charité qu'ils avaient soutenues au fil des ans. Soudain, l'homme qui avait oublié le 7e anniversaire de Colton et manqué 12 matchs de football de Rosalie était devenu le père de l'année. Il a commencé à se présenter à ses week-ends de visite avec des cadeaux et des promesses. Il les a inscrits à des camps d'été coûteux sans me consulter, puis a utilisé mon incapacité à fournir des opportunités d'enrichissement comme preuve de négligence. « Maman, pourquoi papa n'arrête pas de prendre des photos de notre appartement ?» avait demandé Colton un dimanche soir en rentrant de chez Gareth. « Quel genre de photos, mon grand ?»« De tout. Notre frigo, nos placards, mon placard, celui de Rosalie. Il a même pris des photos de l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Il a dit qu'il jouait à un jeu. » Rosalie avait ajouté, de là où elle faisait ses devoirs, « Il m'a demandé si j'étais heureuse ici. » Quand j'ai dit oui, il a eu l'air en colère et a dit que je ne devais pas comprendre ce que le bonheur signifiait vraiment. Cela aurait dû être mon signal d'alarme, mais je me noyais dans l'épuisement, enchaînant les gardes supplémentaires pour payer Maître Delanne, la seule avocate que je pouvais me permettre, et elle jonglait avec tant de cas que nos conversations ne duraient que 5 minutes au maximum. Ma famille ne pouvait pas beaucoup m'aider à distance. Mes parents vivaient en Oregon, où mon père se remettait d'une opération de la hanche. Mon frère Nolan était dans le Maine, aux prises avec sa propre bataille pour la garde après que son ex-femme y ait déménagé avec son fils. Je menais cette bataille seul, armé de rien d'autre que la vérité et l'espoir que la justice signifiait réellement quelque chose au tribunal des affaires familiales. L'audience pour la garde était prévue pour le jeudi matin à 9 heures précises. J'avais demandé mon jour de congé 3 semaines à l'avance, ce qui signifiait perdre non seulement mon salaire de base, mais aussi les heures supplémentaires dont j'avais désespérément besoin pour payer mes factures. Ma superviseure, Nancy, m'avait lancé ce regard de pitié que j'avais appris à détester. Celui qui disait « ma pauvre » sans offrir d'aide concrète. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance, portant mon seul tailleur, un ensemble bleu marine que j'avais acheté 5 ans auparavant pour des entretiens d'embauche. L'ourlet avait été repris 2 fois, et si l'on regardait de près, on pouvait voir où Colton avait accidentellement mis du marqueur sur la manche, mais c'était assez professionnel. Maître Delanne m'a rejointe sur les marches du palais, les bras chargés de dossiers et son téléphone vibrant constamment. « Bethany, je dois être honnête avec vous, » dit-elle, levant à peine les yeux de ses papiers. « Thornley va vous attaquer de front. Il a la réputation de détruire les mères dans les affaires de garde. Répondez simplement honnêtement et faites des réponses courtes. » À l'intérieur de la salle d'audience, Gareth était déjà assis avec son équipe juridique. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, les cheveux fraîchement coupés, ayant l'air en tout point de l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être. Sienna était assise derrière lui dans la tribune du public, sa main posée sur son ventre rond dans un geste si délibérément maternel qu'il m'a écœuré. Maître Thornley se leva le premier, sa présence dominant la pièce comme un requin encerclant sa proie. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que mon client, M. Gareth Morrison, a de sérieuses inquiétudes quant au bien-être de ses enfants lorsqu'ils sont sous la garde de leur mère. » Il ouvrit un porte-documents en cuir et commença son assaut. « Madame Morrison, vous travaillez comme infirmière en cardiologie, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Et combien d'heures avez-vous travaillé la semaine dernière ? » Je savais où il voulait en venir. « 62 heures. »« 62 heures, répéta-t-il lentement, comme si le nombre lui-même était un crime. « Et pendant ces 62 heures, qui gardait vos enfants ? » Ils étaient à l'école pendant mes gardes de jour. Ma voisine, Madame Chen, les gardait pour les 3 gardes du soir. Madame Chen, qui a 73 ans et utilise un déambulateur. Elle est parfaitement capable de les garder. Elle a élevé 4 enfants. Thornley sortit une photographie. Voici votre réfrigérateur, pris lundi dernier. Pouvez-vous expliquer pourquoi il semble presque vide ? J'ai eu la nausée. Gareth était arrivé 3 heures en avance pour les récupérer ce jour-là, utilisant la clé qu'il avait réussi à copier avant de la rendre. Cette photo a été prise avant l'arrivée de ma livraison de courses. Je fais mes courses en ligne et je me fais livrer le lundi après-midi.
Comme c'est pratique que vous n'ayez aucune preuve de cette prétendue livraison. Thornley eut un sourire narquois. Vos relevés bancaires montrent plusieurs frais de découvert au cours des 3 derniers mois. Comment pouvez-vous prétendre subvenir adéquatement aux besoins de vos enfants alors que vous ne pouvez pas gérer vos propres finances? Ces découverts se sont produits parce que Garrett a cessé de payer la pension alimentaire pendant 2 mois sans préavis et mes factures automatiques ont quand même été traitées. Monsieur Morrison a fourni des documents prouvant qu'il a payé la pension directement aux enfants sous forme de vêtements et de fournitures scolaires. Sans que je le sache ni que j'y consente, et ces articles ne sont jamais apparus, ai-je répliqué, ma voix s'élevant malgré le contact avertisseur de Maître Delanne sur mon bras. Thornley produisit d'autres photos. Ces images montrent votre fille Rosalie portant des chaussures avec des trous visibles. Votre fils, Colton, dans une veste clairement trop petite. Est-ce ainsi que vous définissez des soins adéquats? Rosalie refuse de porter des chaussures neuves parce qu'elle est attachée à celles-ci. Ce sont ses chaussures porte-bonheur pour la foire aux sciences. Je lui ai acheté 3 nouvelles paires. La veste de Colton est sa préférée parce qu'elle a des patchs de dinosaures que sa grand-mère a cousus avant de décéder. Des excuses bien pratiques, dit Thornley en se tournant vers le juge. Votre honneur, nous avons ici une mère qui laisse ses enfants à des gardiennes âgées et infirmes, qui ne peut pas maintenir de la nourriture à la maison, qui ne peut pas gérer ses finances de base, et qui permet à ses enfants d'aller à l'école avec des vêtements abîmés. Pendant ce temps, mon client s'est remarié, a un foyer stable avec des chambres séparées pour chaque enfant, une femme au foyer à plein temps prête à s'occuper d'eux, et les moyens financiers de leur fournir tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Le juge Wendell me regarda par-dessus ses lunettes. Madame Morrison, avez-vous des relevés bancaires montrant ces livraisons de courses que vous avez mentionnées? Maître Delanne fouilla dans ses papiers. Votre honneur, nous n'étions pas au courant que ce point serait soulevé. Nous pouvons les fournir après l'audience d'aujourd'hui. Cela semble un peu tard, nota le juge, l'inquiétude se glissant dans sa voix. Thornley s'avança pour ce qu'il pensait clairement être le coup de grâce. Votre honneur, nous avons également des preuves que Madame Morrison a pris des médicaments sur ordonnance qui pourraient altérer sa capacité à être parent. C'est de l'insuline, ai-je presque crié. Je suis diabétique. C'est de l'insuline. Une condition qu'elle a omis de divulguer dans les documents initiaux de garde, contra Thornley en douceur. Les murs semblaient se refermer sur moi. Chaque mot que je disais était déformé, chaque explication rejetée. Je pouvais voir mes enfants m'échapper à chaque accusation, chaque mensonge soigneusement orchestré. Garrett était assis là avec ce sourire satisfait, le même qu'il avait arboré la nuit où il m'avait dit qu'aucun juge ne donnerait la garde à une infirmière surmenée et sous-payée plutôt qu'à un homme d'affaires prospère avec une femme au foyer. Le froncement de sourcils du juge Wendell s'accentua alors qu'il examinait les documents devant lui. Madame Morrison, ce sont de sérieuses préoccupations concernant le bien-être de vos enfants. Avant de prendre une décision, je dois comprendre la situation complète de votre foyer. Ma gorge était comme du papier de verre. Chaque défense à laquelle je pouvais penser semblait faible face aux accusations polies de Thornley. C'est alors que j'ai entendu la petite voix venant de la tribune du public, claire et déterminée. Excusez-moi, votre honneur. Je dois vous montrer quelque chose d'important. Tout le monde se tourna pour voir Rosalie debout au 3e rang, tenant sa boîte à chaussures décorée contre sa poitrine comme une armure. Colton se tenait à côté d'elle, sa petite main agrippant la manche de sa sœur. Il n'était pas censé être là. J'avais pris des dispositions pour qu'il reste avec Madame Chen pendant l'audience, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé le chemin du palais de justice. Jeune fille, veuillez vous asseoir, dit l'huissier en s'avançant vers eux. Les enfants ne sont pas autorisés à interrompre les débats. Mais j'ai des preuves, dit Rosalie, sa voix se faisant plus forte. De vraies preuves sur ce que mon père a fait. Il m'a dit de cacher ses reçus, et je sais que c'est mal. Le juge Wendell leva la main pour arrêter l'huissier. Attendez un instant. Jeune fille, quel est votre nom? Rosalie Morrison, votre honneur. J'ai 9 ans, et voici mon frère, Colton. Il a 7 ans. C'est notre maman là-bas, et elle dit la vérité sur tout. Garrett bondit de son siège, le visage rouge de colère. Votre honneur, c'est tout à fait inapproprié. Ces enfants ne devraient même pas être ici. Ils sont manifestement coachés. Monsieur Morrison, asseyez-vous immédiatement, ordonna le juge Wendell. Son attention se reporta sur Rosalie. De quel reçu parlez-vous? Rosalie s'avança, ses chaussures à paillettes couinant sur le sol poli. Elle s'arrêta juste devant l'estrade du juge et ouvrit sa boîte à chaussures. Votre honneur, mon père est venu à notre appartement quand maman était au travail.
Il a jeté notre nourriture et a pris des photos pour faire croire que maman ne nous nourrissait pas, mais j'ai gardé tous les reçus de quand maman a fait les courses. Elle sortit une poignée de reçus en les brandissant. Celui-ci date de lundi dernier. Maman a dépensé 247 $ en courses. Elle fait toujours ses courses après sa garde du dimanche soir parce que le magasin est moins bondé et qu'elle peut utiliser des coupons numériques qui se renouvellent le dimanche soir. Papa a pris ses photos lundi matin avant qu'elle ne déballe tout de sa voiture. C'est un mensonge, cria Gareth. Bethany l'a manifestement poussé à faire ça. J'ai la preuve que tu mens, papa, dit Rosalie en se tournant vers lui. Sa voix vacilla mais ne se brisa pas. Tu te souviens quand tu m'as dit de télécharger ce jeu sur ma tablette ? Tu ne savais pas qu'il y avait un enregistreur d'écran qui tournait en arrière-plan ? Il a enregistré tout ce que tu as dit quand tu étais chez nous. Elle sortit une petite tablette de la boîte. Tu m'as fait promettre de ne dire à personne que tu jetais notre nourriture. Tu as dit que si je t'aidais, on pourrait vivre dans une grande maison avec une piscine. Mais si je n'aidais pas, maman irait en prison et Colton et moi serions séparés pour toujours. Colton prit soudain la parole, sa jeune voix perçant la tension. Il m'a fait mentir aussi. Il m'a dit de dire à ma maîtresse que j'avais faim, mais maman nous prépare toujours le petit déjeuner. Toujours. Même quand elle a travaillé toute la nuit, elle nous prépare des bâtonnets de pain doré qu'on peut réchauffer nous-mêmes. Maître Delanne retrouva enfin sa voix. Votre honneur, nous souhaiterions soumettre ces éléments comme preuve et demander qu'ils soient dûment examinés. Le juge Wendell hocha lentement la tête. Rosalie, apportez la boîte ici, s'il vous plaît. Alors que Rosalie s'approchait de l'estrade, elle continua de sortir des objets. Voici le reçu pour mes nouvelles chaussures. 3 paires, comme maman l'a dit. Mais je lui ai dit que je ne voulais porter que mes chaussures porte-bonheur parce que j'ai gagné ma foire aux sciences avec. Voici le reçu pour l'inhalateur de Colton, celui que maman a acheté au lieu de prendre ses propres médicaments parce que l'assurance ne couvrait qu'une seule ordonnance ce mois-là. Elle sortit un petit carnet couvert d'autocollants de licorne. J'ai noté toutes les fois où papa est venu quand maman n'était pas à la maison. Le 18 janvier, il a mis de l'eau dans le lait pour faire croire qu'il était périmé. Le 3 février, il a retiré les piles du détecteur de fumée et nous a dit d'en parler à l'assistante sociale. Le 22 février, il a répété avec nous ce qu'il fallait dire au tribunal, mais tout ce qu'il voulait qu'on dise était un mensonge. Votre honneur, intervint Thornley, son sang-froid se fissurant enfin. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas comprendre la complexité de ce qu'ils disent. C'est clairement de l'aliénation parentale. Maître Thornley. La voix du juge Wendell était glaciale. Je fais ce métier depuis plus de 2 décennies. Je sais faire la différence entre un enfant coaché et un enfant qui porte le poids de la tromperie des adultes. Veuillez continuer, Rosalie. Rosalie plongea la main dans la boîte une dernière fois, sortant un morceau de papier plié. C'est la lettre que j'ai écrite à grand-mère Vera avant qu'elle ne meure. Je lui ai tout raconté ce que papa faisait parce que j'avais peur. Elle m'a répondu et m'a dit d'être courageuse et de dire la vérité le moment venu. Elle a dit, la vérité trouve toujours un moyen de briller à travers les ténèbres. Elle tendit la lettre au juge. Le moment est venu maintenant, votre honneur. Ma maman travaille dur pour s'occuper de nous. Elle nous lit des histoires tous les soirs, même quand sa voix est fatiguée. Elle aide aux devoirs, même quand elle n'a pas dormi. Elle ne manque jamais nos événements importants, et elle ne nous laisse jamais, jamais avoir faim. Mon père ment surtout parce qu'il veut l'argent de l'héritage de grand-mère et grand-père. Il a dit à sa petite amie, Sienna, qu'une fois qu'il aurait la garde, il nous enverrait en pensionnat de toute façon. La salle d'audience était tombée dans un silence complet, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Gareth et du grattement du stylo du juge Wendell qui prenait des notes. Il y a une dernière chose, votre honneur, dit Rosalie, en allant chercher tout au fond de sa boîte à chaussures. Elle sortit un petit enregistreur numérique, celui en argent que sa grand-mère lui avait offert pour son 8e anniversaire. Grand-mère Vera m'a donné ça avant de décéder. Elle a dit de l'utiliser si j'avais besoin de me souvenir de quelque chose d'important. Elle appuya sur le bouton de lecture et la voix de Gareth emplit la salle d'audience, limpide et indéniable. Écoute, princesse, quand le juge te posera des questions, tu devras lui dire que tu as faim chez maman, d'accord ? Même si ce n'est pas vrai. C'est comme faire semblant, de la même manière que tu fais semblant d'être une scientifique. La voix enregistrée de Rosalie répondit, mais mentir, c'est mal, papa. Tu as toujours dit que mentir, c'est mal. C'est différent, ma chérie. Parfois, les adultes doivent tordre la vérité pour améliorer les choses. Si tu aides papa, je t'achèterai ce microscope que tu voulais, le professionnel qui coûte 800 $.
Et nous irons à Disney World, juste nous trois. Et maman? Maman ira bien. Elle a juste besoin d'apprendre que papa sait ce qui est le mieux pour toi et Colton. Maintenant, répétons encore. Que dis-tu quand on te pose des questions sur la nourriture? Que j'ai faim chez maman. La voix de Rosalie semblait petite et incertaine sur l'enregistrement. Parfait. Et pour tes vêtements? Que maman ne nous achète pas de nouvelles choses. Excellent. Souviens-toi, si tu n'aides pas papa avec ça, je devrais peut-être déménager en Californie avec Sienna. Sa famille a des affaires là-bas. Tu ne me reverrais plus jamais. Et tu sais à quel point ça rendrait Colton triste. L'enregistrement continua pendant encore 30 secondes. Chaque mot était un clou de plus dans le dossier de Garrett. Sa voix coachait les deux enfants sur des phrases spécifiques à utiliser. Des menaces soigneusement tissées entre les promesses. La manipulation déguisée en préoccupation parentale. Le visage du juge Wendell était passé de l'inquiétude à une fureur contenue. Monsieur Morrison, niez-vous que c'est votre voix sur cet enregistrement? L'avocat de Garrett, Thornley, tenta d'intervenir. Votre honneur, nous devrions vérifier l'authenticité de cet enregistrement. Il pourrait facilement être fabriqué ou modifié. Alors écoutons en plus, dit froidement le juge. Rosalie passa à un autre enregistrement. Cette fois, c'était une conversation entre Garrett et Sienna, apparemment inconscient que Rosalie était sur la banquette arrière de la voiture, probablement endormie. Combien de temps encore devons-nous jouer à ce jeu? Demanda la voix de Sienna. Juste jusqu'à l'audience pour la garde. Une fois que j'aurai les enfants, nous aurons l'héritage. 2 millions de dollars, bébé. On pourra les envoyer dans ce pensionnat en Suisse dont mes parents parlaient toujours. On les verra pendant les vacances, peut-être les vacances d'été si on ne voyage pas. Et Bethany ne se battra pas. Elle ne peut pas se le permettre. Je m'en suis assuré. J'ai appelé son employeur le mois dernier, suggérant qu'il pourrait vouloir lui faire un test de dépistage de drogue. Elle a dû prendre un congé sans solde pour le dépistage. J'ai plafonné notre ancienne carte de crédit conjointe juste avant la finalisation du divorce. Son crédit est détruit. Elle peut à peine se payer cet avocat commis d'office, encore moins un vrai avocat. Tu es brillant, rit Sienna. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi tes parents ont mis cette clause de garde dans leur testament. Ils étaient vieux jeux. Ils pensaient que l'argent de la famille devait rester dans la lignée familiale, et cela signifiait que les petits-enfants devaient être sous le toit des Morrison. Ils n'ont jamais imaginé que je divorcerais de Bethany. Colton courut soudain en avant avec son carnet, des larmes coulant sur son visage. Votre honneur, j'ai tout noté aussi. Regardez. Il ouvrit son carnet pour révéler des pages d'une écriture enfantine soignée. 10 février, papa a mis du liquide vaisselle dans la machine à laver et a blâmé maman. 15 février, papa m'a dit que si je ne disais pas que maman était méchante, il m'enlèverait ma collection de dinosaures pour toujours. 20 février, papa nous a fait répéter comment pleurer pour l'assistante sociale. Ce sont des mensonges, explosa Garrett, se levant si vite que sa chaise tomba en arrière. Votre honneur, mon ex-femme a clairement passé des semaines à coacher ses enfants. C'est de l'aliénation parentale dans sa pire forme. Monsieur Morrison, contrôlez-vous ou vous serez accusé d'outrage à la cour, avertit le juge Wendell. Il se tourna vers les enfants. Rosalie, Colton, est-ce que votre mère vous a dit de dire tout ça? Non, votre honneur, dit fermement Rosalie. Maman ne sait même pas que nous avons collecté toutes ces preuves. Elle nous dit toujours d'être respectueux envers papa, même quand on lui raconte les méchancetés qu'il dit. Elle dit que le divorce, c'est entre adultes, et qu'on devrait aimer nos deux parents. Elle ne savait même pas qu'on venait aujourd'hui, ajouta Colton. Madame Chen nous a aidés à prendre le bus. Elle a dit qu'il était temps que la vérité ait son jour. Le juge Wendell regarda la femme âgée assise au fond de la tribune, qui hocha solennellement la tête. Votre honneur, maître Delanne se leva, retrouvant enfin sa force. Je demande le rejet immédiat de la requête de garde de Monsieur Morrison et demande que la garde exclusive soit accordée à ma cliente, avec un droit de visite supervisé uniquement pour Monsieur Morrison en attendant une enquête complète. Je suis enclin à être d'accord, dit le juge Wendell, sa voix lourde de dégoût. Monsieur Morrison, ce dont j'ai été témoin aujourd'hui est l'un des cas les plus flagrants d'ingérence parentale et de manipulation d'enfants que j'ai rencontrés en 23 ans à ce poste. Vous avez tenté d'utiliser vos propres enfants comme des armes contre leur mère, en les soudoyant, en les menaçant et en leur apprenant à mentir à des officiers de justice. Il me regarda alors et son expression s'adoucit. Madame Morrison, je vous présente mes excuses pour ce que vous avez enduré aujourd'hui.
Il est clair que vous avez été victime d'une campagne calculée visant à vous séparer de vos enfants pour un gain financier. Le courage de vos enfants en se présentant avec la vérité en dit long sur les valeurs que vous leur avez inculquées malgré ces terribles circonstances. Se tournant à nouveau vers Gareth, sa voix redevint d'acier. Monsieur Morrison. J'accorde la garde exclusive à Madame Morrison avec effet immédiat. Vous n'aurez qu'un droit de visite supervisé en attendant une enquête complète des services de protection de l'enfance. Il vous est ordonné de payer tous les frais de justice, les honoraires d'avocat de Madame Morrison et 3 mois d'arriérés de pension alimentaire immédiatement. De plus, je transmets ce dossier au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales, notamment pour fraude, subornation de témoins et ingérence parentale. Le coup de marteau retentit avec une finalité qui sembla résonner jusqu'à mes os. 6 semaines ont passé depuis ce jour au tribunal, et notre petit appartement semble différent maintenant. Pas plus grand ni plus chic, mais plus léger, en quelque sorte, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé des années de souffle retenu s'échapper enfin. Les projets de science de Rosalie couvrent toujours chaque surface, mais maintenant elle y travaille en fredonnant, et non avec l'intensité silencieuse d'une enfant qui porte des secrets. Les villes en Lego de Colton se sont étendues dans le couloir, complétées par un nouveau palais de justice où la vérité gagne toujours. Selon le panneau qu'il a fabriqué en carton. Gareth fait face à des accusations criminelles pour ingérence parentale, fraude et subornation de témoins. Ses avoirs ont été gelés en attendant l'enquête, ce qui signifie que Sienna l'a quitté 2 semaines après l'audience. Elle a publié sur Instagram un message sur le fait d'éliminer les personnes toxiques de son parcours et de choisir l'amour de soi plutôt que les situations compliquées. J'ai presque eu pitié de lui jusqu'à ce que je me souvienne qu'il avait essayé de nous voler nos enfants pour de l'argent. La vraie surprise est venue de la famille élargie de Gareth. Sa sœur, Claire, dont il m'avait dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec nous après le divorce, m'a appelé en pleurant. « Bethany, je n'en avais aucune idée. Il nous a dit que tu ne le laissais pas voir les enfants. » Nous l'avons cru. Elle vient nous rendre visite tous les dimanches, enseignant à Rosalie des expériences de chimie avancée et apportant à Colton des livres sur la paléontologie. Son cousin Marcus, lui-même avocat, a proposé de m'aider à récupérer les dommages financiers causés par le sabotage de Gareth. La famille, ce n'est pas une question de sang, a-t-il dit. C'est une question de vérité et de loyauté. Toi et les enfants, vous êtes notre famille. L'exécuteur testamentaire de Walter et Vera m'a contacté la semaine dernière. Apparemment, il y avait une clause secondaire dans leur testament que Gareth ne connaissait pas. S'il était jugé parent inapte par une procédure judiciaire, les fonds pour l'éducation des petits-enfants seraient immédiatement activés. Gérés par un fiduciaire indépendant jusqu'à leurs 25 ans. Le camp de sciences de Rosalie est payé jusqu'à ses études supérieures. L'avenir de Colton est assuré. Vera avait apparemment suspecté la vraie nature de son fils et avait planifié en conséquence. « Maman, est-ce que tu es en colère contre nous pour avoir gardé des secrets ?» m'a demandé Rosalie un soir alors que je l'abordais, portant toujours ses chaussures à paillettes qu'elle refuse de jeter. « Jamais, ma puce. Tu protégeais notre famille de la seule manière que tu connaissais. Mais tu n'aurais pas dû avoir à être aussi courageuse. Je suis contente de l'avoir été, dit-elle simplement. Madame Brennan avait raison en instruction civique. Parfois, la vérité a besoin d'une voix, même si elle est petite. Quand es-tu devenue si sage? Quand j'ai réalisé que papa te faisait pleurer mais prétendait que ce n'était pas le cas. Tu nous as toujours défendus, maman. C'était à notre tour de te défendre. Colton nous a rejoints, traînant sa couverture à dinosaures. Maman, est-ce que papa s'excusera un jour? Je ne sais pas, mon grand. Parfois, les gens se perdent tellement dans leurs propres mensonges qu'ils oublient à quoi ressemble la vérité. C'est triste, dit-il en se glissant dans le lit à côté de sa sœur. Mais nous, on n'oubliera pas, n'est-ce pas? Jamais, leur ai-je promis à tous les deux. Mon frère Nolan est venu du Maine après avoir tout appris. Il m'a aidé à refinancer l'appartement à mon seul nom et à établir un budget correct. Tu aurais dû m'appeler, a-t-il dit pour la 100e fois. Tu n'avais pas à affronter ça seul. Je pensais qu'être forte signifiait tout gérer moi-même, ai-je admis. C'est ce que Gareth voulait que tu penses. L'isolement est l'arme des manipulateurs. Ils te font croire que ta voix n'a pas d'importance, que personne ne te croira, que tu surréagis ou que tu fais du cinéma. Ils comptent sur ton silence. Il avait raison. Pendant des années, je m'étais noyé dans la version de la réalité de Gareth, où chaque difficulté était de ma faute, chaque problème était mon échec. J'avais oublié que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante ou agressive. Parfois,
Elle arrive dans une boîte à chaussures portée par une fillette de 9 ans en chaussures à paillettes. Maître Delanne a pris mon cas pro bono après l'audience et est devenue une amie. Elle utilise notre cas dans ses cours en faculté de droit sur la reconnaissance de l'ingérence parentale. Vos enfants ne vous ont pas seulement sauvé vous, m'a-t-elle dit, mais potentiellement des dizaines d'autres familles confrontées à une manipulation similaire. La semaine dernière, j'ai enfin renouvelé mon ordonnance pour le médicament que j'avais sauté pour pouvoir payer l'inhalateur de Colton. Debout dans cette pharmacie, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle pendant 7 ans, peut-être plus. Le mariage, le divorce, la bataille pour la garde. J'avais survécu à tout cela en me faisant plus petite, plus silencieuse, moins visible. Mais mes enfants m'avaient montré que la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. La boîte à chaussures est maintenant sur notre cheminée, redécorée par les 2 enfants avec des photos de notre vraie famille. Pas celle que Garrett a essayé de détruire, mais celle que nous avons construite avec amour, confiance et courage. Colton a ajouté une étiquette de sa main soignée, la boîte qui nous a sauvés. Mais ce n'était pas vraiment la boîte. C'étaient 2 enfants qui ont compris que l'amour signifie protéger les personnes qui vous protègent. C'était une voisine âgée qui savait quand la justice avait besoin d'un coup de main. C'était une grand-mère qui a laissé à ses petits-enfants plus que de l'argent. Elle leur a laissé les outils pour reconnaître et combattre la manipulation. La vérité ne gagne pas toujours immédiatement. Parfois, elle doit attendre. Rassemblant des reçus dans une boîte à chaussures, construisant le courage dans de petites voix. Mais quand elle parle enfin, quand quelqu'un d'assez courageux lui donne enfin une plateforme, la vérité ne fait pas que gagner, elle libère. Notre histoire n'est pas unique. Il y a des milliers de parents, principalement des mères, qui se battent chaque jour contre des preuves fabriquées et des mensonges calculés dans les tribunaux des affaires familiales. On leur dit qu'elles sont trop pauvres, trop occupées, trop imparfaites pour mériter leurs enfants. Elles sont isolées, épuisées et amenées à douter de leur propre réalité. Si vous êtes l'une d'entre elles, souvenez-vous de ceci, la vérité a une voix. Parfois, c'est la vôtre. Parfois, ce sont des alliés inattendus. Parfois, c'est même celle de vos enfants. N'abandonnez pas. Documentez tout. Ayez confiance que les mensonges, aussi bien conçus soient-ils, finissent par s'effondrer sous le poids de leur propre tromperie. Et parfois, juste parfois, la justice arrive enveloppée de paillettes et portée par les petites mains de quelqu'un qui vous aime assez pour être courageux quand vous ne pouvez pas l'être. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez fait face à des batailles similaires ou si vous connaissez quelqu'un qui en a fait l'expérience, veuillez partager cette vidéo. Votre histoire compte et vous n'êtes pas seul. Aimez cette vidéo si vous croyez que la vérité mérite de gagner. Laissez un commentaire avec vos propres expériences ou des mots de soutien pour ceux qui mènent ces combats. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de courage, de justice et de héros inattendus qui changent le monde.